Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. J'ai décidé de vous sortir un petit épisode comme ça, bonus on va dire, parce que j'avais envie de parler du Grand Prix de Québec et de la fin de la Volta, donc c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Je m'enregistre là le jeudi soir, donc le jeudi après le contre-la-montre individuel de la Volta. Le Grand Prix de Québec, c'est demain, le vendredi soir, donc c'est le soir puisqu'il y a le décalage horaire avec le Canada. Et puis je vous parlerai peut-être aussi dans un épisode, dans un jour ou deux, du Grand Prix de Montréal. Mais pour l'instant, on va parler d'abord rapidement de la Volta. Donc c'est tenu aujourd'hui le contre-la-montre de Valladolid. Comme vous le savez, contre-la-montre qui a été écourté pour des raisons de sécurité. Ce qui fait que les écarts ont vraiment été très fins au niveau du classement général. Donc Almeida a repris 10 secondes à Vingegaard. Voilà, c'était pas grand-chose. Pitcock et Hindley sont à peu près dans le même temps. Pitcock a repris 3 secondes à Hindley. Donc c'est minuscule. Pellizzari a fait un chrono bof, donc Riccitello lui a repris 10 secondes. Il a repris 5 secondes à Félix Gall, donc ces trois-là sont plutôt proches, Pellizzari, Riccitello et Gall. Mais bon, sinon il n'y a pas vraiment de gros intérêt à parler de ce contre-la-montre-là. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 40 secondes entre Jonas Vingegaard et puis Joe Almeida à la veille de la grosse étape de montagne qui aura lieu ce samedi. Et on peut se demander un peu ce qui va se passer au niveau du classement général. Pareil pour le match Pitcock-Hindley. Pitcock qui n'a pour l'instant que 40 secondes 39 pour être précise d'avance sur Hindley. C'est quelque chose qu'on peut perdre dans la dernière étape, même s'il semble plutôt en jambes, comme Pitcock. Et puis ensuite, il y a une petite bataille aussi, Pellizzari, Riccitello, Gall, pour aller chercher à la fois le top 5 et puis le maillot blanc pour Giulio Pellizzari et Matteo Riccitello. Si on regarde quand même le profil de cette dernière étape de la Volta, c'est une grosse étape de montagne, hein, l'étape numéro 20, pardon. Euh, on va passer parmi 5 difficultés. Donc d'abord, on commence par deux trois cols. Deux cols de troisième catégorie et un col de deuxième catégorie qui sont plutôt en début d'étape, qui vont permettre à l'échappée d'aller sortir. Donc ça sera une échappée de grimpeur a priori. Et surtout, ce qui sera très intéressant de voir, c'est est-ce qu'on aura des coéquipiers des leaders dans cette échappée? C'est très probable. Mais c'est là que UAE doit envoyer un Jevine, un Marc Soler ou un Juan Ayuso à l'avant, je pense. Et ils ont intérêt à se servir de pion, parce que dans la deuxième partie de l'étape, on a un col de première catégorie qui est assez dur, 7 km à plus de 7%, le Puerto des La Savarela, qui permettra de faire des premières différences. Le problème de ce Puerto des Nessa Vereda, c'est qu'il est situé assez loin de l'arrivée, et notamment du bas de la descente de ce Puerto jusqu'au pied pardon, du col d'après. Bah, on a quand même 25 bandes de vallée, et donc on peut pas être seul à cet endroit-là. Donc soit on tente tout dans la dernière montée, soit on a un équipier à l'avant qui peut faire un relais au sommet de ce Puerto et pour rouler dans la vallée. Donc je pense que UAE, en 40 secondes, ça va être vraiment compliqué à reprendre sur la dernière montée, même si le dernier col est très dur. J'en avais déjà parlé très rapidement dans la preview, mais c'est 12,4 km à plus de 8% moyenne. Et les derniers pourcentages sont les plus durs. Sur les 3 derniers kilomètres, on est à peu près à 12% de moyenne, donc c'est très dur. Mais bon, on a vu que l'Angliru était particulièrement difficile et pourtant Vingegaard et Almeida ont été incapables de se séparer. Donc là, ils ont quand même l'air tous les deux dans une dynamique qui s'essouffle un petit peu. On l'a vu sur les dernières étapes de montagne où ils étaient à peu près au même niveau que des Pidcock, des Hindley, des Pellizzari, des Riccitello. Je pense que là, ils ont quand même de quoi se battre pour les deux premières places sur cette étape-ci, mais on n'est pas à l'abri qu'ils soient pas non plus dans un grand jour. Donc surtout vu ce qu'on a vu sur le chrono, les 10 secondes d'écart entre les deux, il y a un niveau très proche entre l'un et l'autre et je vois mal comment on peut faire 40 secondes d'écart sur Vingegaard dans cette dernière montée. Et donc, je pense qu'UAE a quand même tout à jouer à aller chercher des attaques de loin. Et donc, je pense que c'est crucial de mettre des échappées, des équipiers dans l'échappée pour faire un relais après le Puerto de Navacerreda, pardon, et ensuite rouler dans la vallée si jamais on a réussi à distancer Vingegaard. Le problème, c'est que la Visma aussi a une très grosse équipe, et même si Vingegaard est un peu en perdition, il y aura peut-être un gars dans l'échappée pour aller le rouler avec lui. Et je pense que Sepp Kuss et peut-être Matteo Jorgensen, voire Ben Telet, seront pas très loin après le sommet du col de première catégorie, pourront rouler dans la vallée. Donc ça va être vraiment compliqué de piéger Jonas Vingegaard, mais je pense qu'il faut le tenter parce que dans le dernier col,
Je vois pas comment Almeida, qui n'a jamais réussi à distancer Vingegaard en montagne, pourra réussir à lui reprendre 40 secondes dans le dernier col sans attaquer avant. Donc après Almeida, est-ce qu'il est prêt à tout perdre pour aller chercher cette victoire? Je suis pas sûr. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'Almeida n'a jamais fait de podium sur un grand tour. Donc là, quand même, une deuxième place sur une Volta, ça se refuse pas. Est-ce qu'il est prêt à tout faire péter, quitte à prendre des risques face à Hindley, face à Pidcock, face à Pellizzari? J'en suis pas totalement certain. Je suis pas très fan de la tactique de la UAE globalement. En général, ils sont pas très bons quand il n'y a pas Pogacar. Là, on a des mecs comme Ayuso qui sont pas forcément les plus fiables. Ayuso, est-ce qu'il aura pas envie d'aller chercher l'étape? Donc Marc Soler, toujours un peu bizarre aussi. J'ai peur que la UAE n'arrive pas à mettre en place quelque chose de tactiquement intéressant. Et à mon avis, on peut peut-être même avoir une purge hein, sur ce dernier col. J'espère qu'on aura de la grosse bagarre, mais c'est pas totalement certain. Et surtout, j'ai un peu de mal à voir comment Vingegaard va perdre 40 secondes sur Almeida. Donc Vingegaard est bien évidemment le grand favori pour ce Tour d'Espagne. Joe Almeida deuxième. Et par contre, c'est plus serré qu'escompté pour la troisième place. J'avais mis Gall un peu dans le match, mais finalement Gall n'y est plus, parce qu'il a perdu du temps en étant lâché sur des transitions où il a perdu pas mal de temps. En montagne, il est toujours aussi bon, mais il y a des moments où ça casse un peu et il a besoin de se remettre dans le rythme après. Là, ça va vraiment se jouer entre Pidcock et Hindley pour cette troisième place. Pidcock a 39 secondes d'avance. Sur l'Angliru, il a perdu plus de 39 secondes sur Jay Hindley, c'est ça qui me fait un peu peur pour lui. Mais en tout cas, il m'a vraiment impressionné sur ce début de troisième semaine, même sur ce contre-la-montre, donc bravo à lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire un très beau grand tour. Peut-être qu'il sera couronné d'un podium, mais c'est pas sûr. Et puis derrière, pour la bataille entre Pellizzari et Riccitello, quand même avantage Pellizzari. On a vu que Riccitello était peut-être un peu moins fort que Pellizzari quand même en montagne. On a vu que Riccitello était tactiquement un peu bloqué par cette stratégie de la Red Bull Bora où il y a à la fois Hindley, à la fois Pellizzari. Donc quand même avantage Pellizzari pour un top 5. Et puis après, il y a aussi Félix Gall dans le match pour se battre avec Riccitello. Donc peut-être Pellizzari 5, Félix Gall 6 et puis Riccitello 7. En tout cas, ce qui concerne les classements annexes, c'est cuit. Donc Pedersen sera le vainqueur du maillot du meilleur sprinter. Là, Jevine sera le vainqueur du maillot de la montagne parce que peut-être qu'il sera en échappé sur l'étape numéro 20, donc il pourra aller chercher des points dans les premiers cols. Sinon, ça sera quelqu'un d'autre qui ira chercher les points, en tout cas pas Vingegaard. Et je suis même pas sûr que Vingegaard gagne l'étape. Donc je pense qu'il y a à peu près 20 points à aller chercher au sommet du dernier col. Donc c'est l'écart qui resserre, qui fait, c'est l'écart pardon qui distance Jevine et puis Jonas Vingegaard. Donc je pense que c'est plutôt avantage pour Jevine aussi sur ce maillot-là. Et le maillot du meilleur jeune, comme je le disais, avec la stratégie un peu double tête de Red Bull Bora, ça peut être à la fois un problème pour Pellizzari qui va devoir faire équipier pour Jay Hindley, mais à la fois, on voit que parfois ça coince Mathieu Riccitello, comme ça a été le cas sur l'étape de montagne du début de la semaine. Donc peut-être avantage pour Pellizzari quand même parce qu'il est meilleur en montagne tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour la Vuelta. On espère en tout cas que la Vuelta pourra aller à son terme parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de courses qui étaient raccourcies. Et là, on espère quand même qu'on pourra aller au sommet du Bolas del Mondo. Il y a aussi une question de parc naturel, il me semble, au sommet de ce col-là, qui est un peu touchy à jouer à gérer, donc on verra comment ça va se passer, mais on espère quand même qu'il y a un peu de course. En ce qui concerne le Grand Prix cycliste de Québec, donc vous savez, il y a ces deux courses, Québec et Montréal, qui s'enchaînent ce week-end, donc vendredi soir, Grand Prix cycliste de Québec, et dimanche soir aussi, Grand Prix cycliste de Montréal. À noter que celui de Québec est toujours un peu moins dur que le Grand Prix cycliste de Montréal. Et c'est pour ça que l'an dernier, c'était notamment Michael Matthews qui avait réglé un sprint d'un très gros groupe devant Binyam Girmay et puis Rudy Mollard. Si on parle rapidement du parcours du Grand Prix de Québec, en fait, c'est une boucle. Je crois qu'elle fait à peu près 12 kilomètres. La côte principale, c'est la côte de la montagne. Donc c'est 600 mètres à 8%. On a un passage, un moment, un petit mur là à 10-12% qui dure 100 mètres ou 200 mètres. C'est là que Pogacar essaye d'attaquer à chaque fois. Sauf que pour l'instant, Pogacar, il galère un peu à lâcher les sprinteurs dans ces côtes-là. On se souvient que l'an dernier, il avait été très fort, Pogacar, mais qu'il y avait un homme qui était très fort aussi, qui s'appelait Arnaud Delis. Arnaud Delis avait finalement fini 13e parce qu'il était cuit pour le sprint, alors que Pogacar lui avait fini 7e. On rappelle qu'au sprint, Benoît avait fait quand même 4e, donc c'est assez rigolo à voir.
Mais donc, je crois que sur les 10 dernières années, il y a que l'année où Cosnefroy va gagner en solitaire, où un puncher a réussi à gagner seul face au sprinter. Et donc là, cette année, on verra. Pogacar sera a priori le favori, parce que c'est Pogacar qui est champion du monde, qui écrase toutes les courses sur lesquelles il pose ses roues, mais ça sera encore une fois assez difficile d'aller se débarrasser des sprinters. Donc je vous propose qu'on parle rapidement des cotes sur Winamax. Donc le favori, il est coté à 2, c'est-à-dire Pogacar. Mais finalement, c'est pas si favori que ça pour Pogacar. Souvent, on est habitué pardon, à voir Pogacar à 1,40 ou 1,50. Là, il est coté à 2, c'est-à-dire qu'on a à peu près une chance sur deux de le voir s'imposer à Montréal, ce qui n'est pas à Québec, pardon. Euh, et en fait, je pense qu'on a même plus de chances de voir un sprinter s'imposer. C'est juste que les sprinters, ils sont plusieurs, donc les cotes sont un peu divisées entre les différents sprinters du plateau. Pogacar aura évidemment une très belle équipe autour de lui. Faut faire péter McNulty, Narvaez, Nils Politt, Sivakov, Tim Wellens, Adam Yates. C'est la très très grosse armada du côté du Québec. On va rouler très fort et puis on va lancer Pogacar en fusée. La question c'est est-ce que Pogacar sera capable de se débarrasser de tous ses adversaires? C'est pas certain. On connaît pas trop l'état de forme de Pogacar non plus. On sait qu'il a un très gros objectif avec les championnats du monde au Rwanda. Et ensuite, il y aura peut-être les championnats d'Europe aussi en Ardèche, en Drôme Ardèche. Et donc, Pogacar s'est en plus aligné sur le contre-la-montre et sur l'épreuve en ligne des championnats du monde. C'est son gros objectif. C'est dans 2 semaines. Et avant, il y a Québec et Montréal, probablement pour se mettre en jambes, même si on sait que Pogacar n'a pas besoin d'être en jambes. Donc, je pense qu'il sera déjà très fort à Québec. La question, c'est est-ce que ça sera suffisant pour aller s'imposer? Bah, je suis pas sûr parce que le parcours n'est pas très dur. Et le plus gros caillou dans sa chaussure, il est coté à 5, c'est Arnaud Delis. Parce que c'est Arnaud Delis qui avait fait perdre Pogacar l'an dernier en s'accrochant à ses basques. Et on a de la chance parce qu'on a Arnaud Delis pardon, qui revient en très bonne forme. Il a eu un début de saison vraiment compliqué, le Belge. Là, il revient très fort. On l'a vu aller gagner le Rainaway Tour face à Van Der Poel, là, un duel incroyable sur les pentes du mur de Grammont. Là, ensuite, il a gagné la classique de Plouay, la Bretagne Classique. Donc très très fort Arnaud Delis, on avait déjà vu qu'il remontait un peu en forme à la fin du Tour de France. Là, il vise Québec et Montréal. Montréal, ça sera probablement trop dur, mais Québec, c'est vraiment dans ses cordes. Je vois pas grand monde capable de le lâcher, pour être honnête. Après, on verra comment il adapte sa course, parce que l'an dernier, il s'était fait péter le caisson pour suivre Pogacar et il avait été incapable de sprinter. Là, il faudra peut-être un peu mieux gérer son effort, mais c'est un des gros gros favoris pour cette course-là quand même. La- Après, la composition de l'équipe Lotto, il sera pas très bien entouré. On se souvient que l'an dernier, il y avait eu beaucoup de coureurs beaucoup de Lotto qui avaient suivi Arnaud Delis euh, pour l'emmener vers la victoire. Ils avaient essayé de faire un petit groupe à 5 avec Pogacar, Delis et puis deux ou trois équipiers Lotto pour aller se faire un sprint en petit comité, mais finalement ils avaient été repris par le peloton derrière. Là, à part Yeno Berkmos, franchement, c'est des équipiers un peu légers, donc il faudra vraiment être fort pour Arnaud Delis. Bon, de toute façon, c'est UAE qui va faire la course, donc il n'a pas vraiment besoin d'équipiers pour durcir. Donc lui, il aura qu'un seul objectif, ça sera se mettre dans la route Pogacar et suivre à chaque fois que Pogacar attaquera. Côté A12, ensuite, on a Michael Matthews. Michael Matthews qui est donc le vainqueur l'an dernier de cette classique de Québec. À noter que il a déjà gagné 3 fois. C'est vraiment une course qui lui convient très bien à Michael Matthews. Il fait quand même une saison très légère, Matthews. On sait qu'il était un peu blessé au début de saison. Il a fait Paris-Nice, Milan-San Remo, les Flandriennes, les Ardennaises, et c'est quasiment tout. Il allait gagner au mois de mai Eschborn-Francfort. Ensuite, il est revenu à la classique de Plouay, où il a fait huitième. On en attendait un peu mieux sur un scénario sprint comme ça. Il a fait la classique du Maryland, aux States. Mais saison très légère pour Michael Matthews, qui a quand même 34 ans, qui va en avoir 35 à la fin du mois. Donc je suis pas certain que Matthews soit dans une très bonne forme. Après, c'est une course qui lui convient très bien. On le sait, donc pourquoi pas pour lui aller chercher un beau résultat. L'an dernier, il avait fait aussi septième à la classique de Plouay, donc c'est pas forcément, c'est à peu près la même chose que cette année, donc c'est pas forcément un signe que cette année il va pas performer. Autour de lui, il a quand même des équipiers solides, on pense notamment à Mauro Schmidt et puis Philippe Ozana. Donc lui, l'objectif, ça sera de rester dans le peloton. Je suis pas sûr qu'il encaisse les attaques comme Arnaud Delis peut le faire, mais lui,
Son objectif, c'est que ça reste groupé et qu'on emmène pour le sprint. Et peut-être qu'à ce jeu-là, il pourra trouver des alliés en la personne des quatrième et cinquième favoris, qui sont Wout van Aert et Binyam Girmay. Van Aert est coté à 15, donc Van Aert qui va essayer de s'imposer sur cette classique-là. Il aura une belle équipe, Van Aert. Autour de lui, il y aura Benoît, Christophe Laporte qui revient petit à petit à un bon niveau, Jørgen Nordhagen, qu'on a vu sur le Tour de l'Avenir, bien entendu, euh, Simon Yates, Kruijswijk. Mais bon, je pense que le meilleur équipé de Van Aert, ça sera quand même Tige Benoît, même plus que Simon Yates ou Steven Kruijswijk. Et donc, Van Aert, bah, il y a ce Tour d'Allemagne là, qu'il a fait au mois d'août, qui était un peu bof quand même, hein. Il n'a pas réussi à briller. Sixième au classement général, cinquième du prologue à Essen. Donc, difficile de connaître la forme de Van Aert. On sait qu'il va finir sa saison sur route assez tôt. Il va faire donc Québec-Montréal, puis la Super 8 classique en Belgique avant de raccrocher le vélo pour aller enfourcher celui de cyclocross. Et donc, je suis pas très très confiant pour Van Aert quand même sur cette course-là, parce que j'ai l'impression qu'il est pas en très bonne forme. Il a participé qu'une seule fois, il a fait quatrième en 2022. Mais là, a priori, ça devrait quand même être le leader de son équipe, à moins que ça soit Benoît. Quelle sera la stratégie de Van Aert? Est-ce qu'il s'imagine capable de suivre les attaques de Pogacar? On a vu que sur la butte de Montmartre à Paris, il était capable de le faire. Là, je sais pas trop si on va plus jouer la tactique d'équipe ou s'il va essayer de sauter dans la route Pogacar et de le suivre un peu comme Arnaud Delis. On verra. Mais en tout cas, il a une belle équipe qui peut rouler si jamais il n'est pas dans le groupe de devant. Et puis Binyam Girmay, je disais, qui lui est coté à 20, qui sera aussi un bon concurrent, mais lui qui aura plus un profil à la Michael Matthews. Le problème de Binyam Girmay, c'est quand même qu'il fait pas une saison de dingue, hein, on va pas se mentir. Cinquième de la classique de Ploué. Sur le René 8 Tour, il a fait des top 5, mais pas grand-chose de mieux. Tour de France, il était un peu fantomatique, à part sur cette première étape où il passe entre les chutes pour faire un sprint en petit comité. Donc, Girmay, il a fait troisième l'an dernier. C'est une course qui. Deuxième, pardon, l'an dernier, troisième en 2022. C'est une course qui lui convient pas mal, mais pour lui, il faut que ça arrive au sprint. Donc, il faut pas que Pogacar s'impose tout seul. Dans son équipe, c'est un peu compliqué hein, quand même à Biniam Girmay. Il y a Louis Barret qui sera là, mais Louis Barret, lui, je pense qu'il sera plutôt en forme pour la classique de Montréal. Équipe un peu faible, donc on verra si c'est suffisant pour emmener Biniam Girmay au sprint et reprendre des mecs qui vont à l'attaque, comme Pogacar par exemple. Ensuite, côté A20, on a aussi Corbin Strong. Donc Corbin Strong, c'est intéressant parce que Corbin Strong, c'est une des révélations de cette année quand même. On savait qu'il était fort, ce gars, mais là, il a quand même montré des choses assez impressionnantes. Je pense notamment à l'Arctic Race of Norway où il était capable de tenir la dragée haute à Pidcock sur des côtes. Donc 25 ans, dans la force de large, le néo-zélandais. Il a fait 12e seulement de la classique de Ploué, ça c'était un peu dommage. Mais vu ce qu'il a montré sur l'Arctic Race of Norway, il est capable de faire des très beaux résultats. Il avait fait deuxième du Grand Prix cycliste de Québec en 2023. Donc ça montre encore une fois que c'est une course qui lui convient bien. Je pense qu'il sera difficile à déloger sur les attaques, un peu comme un Van Aert, un peu comme un Arnaud Delis, peut-être un peu moins fort quand même qu'un Arnaud Delis, mais ce sera le leader de son équipe. Il y aura des beaux coureurs autour de lui pour aller l'emmener vers un sprint, parce que lui c'est clairement au sprint qu'il va essayer de gagner. On a des gars comme Joe Blackmore qui seront là, Chris Neland, Simon Clark, Riley Sheehan, donc je pense que toute l'équipe sera tournée autour de lui. Effectivement, c'est une très belle carte pour aller régler un peloton de 20 ou 30 coureurs qui se jouent à la victoire. Côté à 25, on a Narvaez, mais je pense que Narvaez, c'est vraiment tout pour Pogacar. On a côté à 30, Tim Wellens aussi, donc on a vraiment des très beaux coureurs chez UAE. Mais l'ombre d'un doute ne pèse même pas sur le fait que tout sera pour Pogacar. Et côté à 25, on a Paul Lapera, et à 40, Dorian Godon. Ça, c'est super intéressant, parce que c'est les meilleures cartes françaises sur ce Grand Prix cycliste de Québec. Parce qu'a priori, on n'a pas de sprinter capable de suivre, de puncher, pardon, pas capable de suivre Pogacar. Il y a quand même un Alaphilippe qui sera présent au niveau de la Tudor, mais Alaphilippe, l'an dernier, il avait suivi un premier temps Pogacar avant de succomber après la deuxième attaque de Pogacar. Alaphilippe est quand même un peu moins fort que ce qu'il a été par le passé, donc moi j'ai peut-être plus confiance en Alaphilippe sur Québec que Montréal quand même, mais je le vois pas capable de suivre les meilleurs si ça attaque vraiment au punch avec des Pogacar, donc faut pas que ça attaque trop loin en fait, parce qu'on a vu qu'Alaphilippe cette saison, il était capable de suivre une fois, mais il avait une seule cartouche quoi. Après c'était foutu.
Là, je pense que Pogacar va devoir faire quand même un gros travail de sape pour s'extirper du peloton, donc j'ai peur que Alaphilippe soit trop faible. Et donc après, on a des très, très belles cartes françaises avec Dorian Godon et puis Paul Lapéra sur ce Grand Prix de Québec. Je pense qu'il y aura un double leadership. Autour d'eux, il y a des mecs plutôt grimpeurs. Clément Berthet, Victor Lafay, même si Victor Lafay, on sait que c'est un peu compliqué cette saison. Bastien Tronçon. Mais je pense que ça sera soit l'un pour l'autre, soit pour l'autre, pardon. Dorian Godon, quand même, qui est le champion de France, qui va signer donc chez Ineos Grenadier l'an prochain. Le problème, c'est qu'il a pas trop d'expérience sur Québec. Il a fait que la course l'an dernier, il a fini 56e. Sur Montréal, ce sera clairement trop dur pour Godon, donc là, faudra tout donner sur Québec. Et puis Paul Lapéra, 49e l'an dernier, pareil. Les deux étaient pas capables d'accrocher le meilleur groupe, alors que Paul Lapéra, il a quand même fait un tour du Limousin où on a vu qu'il était assez fort quand même, donc c'est peut-être une belle carte. On verra si c'est plus l'un ou plus l'autre. Je pense qu'il y a de quoi aller chercher un beau top 5 du côté de la Décathlon, AG2R, la mondiale. Et après, si on va un peu plus loin dans les cotes, on a 40 Jonas Abramsen, Nelson Poles. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'outsiders, donc je propose qu'on passe rapidement en revue les équipes dont on n'a pas pu parler pour l'instant. La Lidl Trek, avec Quinn Simmons, avec Skelmose, je pense que c'est plutôt une équipe qui sera dangereuse sur Montréal. Québec, c'est pas assez dur. On se souvient de Quinn Simmons pardon, qui avait fait un plutôt bon sprint, il me semble, l'an dernier. Au début du sprint, il était bien présent. Après, je pense qu'il s'est un peu fait déborder, mais on les attend peut-être plutôt quand même sur Montréal où ça sera un peu plus montagneux. Du côté de la Quick Step, on part avec Luc Lamperti qui sera a priori leader sur cette course-là, mais il n'y aura pas de Remco Evenepoel. Donc Lamperti, c'est là qui peut briller. Ça sera pas sur Montréal, mais c'est peut-être un peu trop dur quand même pour lui. Du côté de la Ineos, le leader sera a priori Axel Laurence, le français. Peut-être une des meilleures chances à peu près au même niveau que Dorian Godon et Paul Lapéra, je dirais. Autour de lui, tout le monde sera pour lui, hein. C'est une équipe assez jeune qui vient sur ce Grand Prix de Québec avec des Andrew Auguste, pardon, j'ai très mal prononcé, Michael Léonard, etc. Artem Schmidt. C'est des bons coureurs en devenir, mais pour l'instant, ça sera trop dur pour eux sur cette classique de Québec, donc tout sera pour Axel Laurence. Bah, j'ai plutôt confiance en Axel. Je pense que c'est potentiellement notre meilleur français sur cette course-là. Sur la classique de Ploué, il était toujours un peu à contretemps, si je dis pas de bêtises. Un peu à l'image de son Tour de France, donc on verra s'il est capable de faire quand même quelque chose sur ce Grand Prix de Québec. Du côté de la Red Bull Bora, on a des belles cartes. Jan Tratnik, Florian Lipovic, Roger Adrial, Laurent Spiti. Je pense que pour eux, ce sera plutôt Montréal par Laurent Spiti, mais le problème c'est que Laurent Spiti fait une saison catastrophique, alors que c'est un coureur de très grand talent, hein. On se souvient de sa saison 2024, mais depuis son transfert chez la Red Bull Bora, il arrive à rien. Donc ça me ferait très plaisir que Laurent Spiti fasse un beau résultat, mais j'y crois pas trop. Du côté de la Alpecin, ce sera pour Quinton Hermans. Quinton Hermans, on a vu un peu revenir en forme sur certaines courses là, il y a pas longtemps, sur le Tour de Pologne notamment, on l'avait pas vu sur le début de saison, et là il est un peu remonté en forme. C'est une course qui peut lui convenir aussi. Il avait fait 13e en 2023, donc pourquoi pas un top 10. Du côté de la Groupama FDJ, on a Valentin Madouas et Lewis Aski, qui sont a priori les leaders. Mais en fait, celui qui fera peut-être le meilleur résultat, c'est Quentin Paché, parce que Lewis Aski, je suis pas sûr qu'il soit assez fort pour tenir sur toutes les accélérations. Valentin Madouas, c'est pas assez dur pour lui, donc lui, ça sera plutôt pour Montréal. Donc peut-être un Quentin Paché au sprint finalement, donc je donnerais pas très grande chance quand même pour la Groupama FDJ d'aller s'imposer, c'est sûr, mais même pour faire un top 10, ça risque d'être un peu compliqué. En revanche, la Bahrain Victorious arrive avec une belle équipe. Déjà, il y a Pello Bilbao, il y a Fred Wright. Fred Wright qu'on a vu sur le Tour of Britain, le Tour de Grande-Bretagne où il était plutôt à l'aise. Il faisait belle impression, le Britannique. C'est une course qui peut très bien lui convenir sur le papier. Il l'a jamais faite, donc ce sera l'occasion de découvrir. Il a une belle pointe de vitesse, il va plutôt bien les bosses. Avec lui, on aura aussi des mecs comme Matej Mohoric. Bon, Mohoric, il fait une saison catastrophique, mais c'est évidemment un profil qui peut lui convenir. Mais là, j'aurais quand même plutôt tendance à penser que c'est Fred Wright qui fera un bon résultat parce que Maurice, c'est un peu chaud pour lui. On aura quand même Afonso Eulalio, si vous le connaissez pas trop, portugais de 23 ans. Pareil, lui, c'était sur le Tour of Britain, on l'a vu très à son aise.
quand ça monte. Donc ce sera un coureur qui sera parmi les 20 derniers, si on n'a plus que 20, je pense. Et pourquoi pas Edoardo Zambanini. Zambanini qui va plutôt vite au sprint, qui a 24 ans, qui est aussi plutôt jeune, qui a fait un bon tour d'Allemagne, un bon tour de Grande-Bretagne, qui est un coureur qui va vite. Il fait troisième et quatrième quand même en Grande-Bretagne. Il fait dixième l'an dernier. Moi, je pense qu'il peut rééditer l'exploit cette année. Donc, on verra qui sera le leader entre Wright et Zambanini. Peyo Bilbao, ce sera peut-être plutôt pour Montréal. Et pourquoi pas Afonso Eulalio si c'est une course un peu difficile. On parle rapidement de la team IF qui sera partagée entre Alex Baudin et puis Nelson Poles, en espérant que le français ait un petit rôle à jouer quand même. Alex Baudin qu'on a vu fort sur le Tour de France notamment. Là, il reprend après le Tour de France, donc on verra dans quelle forme il est. Mais c'est un parcours qui lui convient bien. Il a fait 14e l'an dernier. Et puis Nelson Poles, évidemment. Évidemment, c'est un coureur qui est fort sur ce genre de parcours-là. Donc on verra s'il est capable de faire mieux que sa 8e place de l'an dernier. Du côté de la Movistar, ça sera un peu compliqué cette année. On a des mecs comme Rubio, mais ça sera plutôt pour le Grand Prix de Montréal. Du côté de la Astana, en revanche, Alberto Bettiol. Très belle carte pour cette course-ci, franchement. Grand Prix de Québec. Il a fait le René Tour où il était pas trop mauvais, mais j'en attendais quand même un peu mieux de lui. Mais sur le Grand Prix de Québec, il a déjà fait 2 top 10, quatrième en 2016. Oui, parce que Alberto Bettiol commence à avoir un peu d'âge, hein, c'est 31 ans quand même. Mais ça peut être une belle carte pour l'équipe Astana. À noter que du côté de l'équipe Astana, on aura Ito Skelling qui prend sa retraite à la fin de l'année, si je dis pas de bêtises, alors qu'il a seulement 27 ans, mais il a dit qu'il se sentait plus en phase avec le peloton professionnel. Du côté de la pique-nique, on a une belle équipe, mais ça sera plutôt pour Montréal encore une fois, parce que le leader, ça sera Oscar Onley. Oscar Onley, qu'on a vu très fort sur le Tour de France, bien évidemment, qui a repris au Tour de Grande-Bretagne, où il était moyen, on va dire. On attendait un peu mieux de lui, mais là, je pense qu'il monte en puissance pour les championnats du monde. Encore une fois, lui, ça sera plutôt pour un profil plus grimpeur, donc on l'attendra davantage sur la classique de Montréal. Cofidis. Est-ce que Cofidis peut sauver sa saison avec Alexandre Rambo sur le Grand Prix de Québec? J'ai peur que non, mais Rambo, c'est évidemment un coureur à qui ça convient très bien cette course-ci. Il avait fait quatrième en 2023, donc je pense qu'on va se tourner autour de lui, mais j'ai peur que ça soit pas suffisant pour l'équipe Cofidis et que, bon, de toute façon, leur relégation est quasiment actée, mais ça serait bien de faire un petit coup d'éclat avant d'être relégué. Et en parlant de relégation, il y a même une équipe qui risque de disparaître, c'est la Arkea. Et c'est pas avec leur course sur le Grand Prix cycliste de Québec qu'ils vont faire grand-chose, parce que là, il y a Ewan Costio qui sera le leader, peut-être, mais je vois pas trop ce qu'on peut attendre de mieux que lui. Donc compliqué hein, pour cette équipe Arkea qui a pas Kevin Vauquelin qui est toujours blessé, qui est en rééducation, donc il n'y a pas trop de leader de rechange. Et puis on va parler de la Uno X quand même, parce que il y a les frères Aland Johannessen, donc leader, ça sera plutôt Tobias que Anders, bien évidemment. Après, Tobias, c'est plus un grimpeur, donc on le verra pas trop sur cette course-ci. En revanche, il y en a un qui est très en forme du côté de la Uno X, c'est Jonas Abrahamsen, et je pense que il faut l'attendre comme un sérieux candidat pour ce Grand Prix de Québec. Et je sais pas quelle sera sa stratégie, on sait que c'est un coureur qui vient attaquer loin. Il n'avait pas gagné avant cette année, si je dis pas de bêtises. Non, il avait gagné la Bruxelles Cycling Classic l'an dernier, mais cette année, il a gagné consécutivement sur le Tour de France, sur le circuit franco-belge, sur la classique du mur de Gérardsbergen. Donc, très en forme. Et c'est vraiment un profil qui lui convient très bien, je trouve, à Abramsen. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Voilà, on s'est un peu épanché sur toutes les équipes. Je suis pas sûr que c'était le programme à la base, mais voilà, comme ça, on en aura discuté. Ce Grand Prix cycliste de Québec, donc à suivre demain soir, donc vendredi soir, depuis le Canada. À noter que donc je ferai peut-être un petit rendez-vous pour parler de la classique de Montréal. On verra samedi, je pense. Mais profitez bien de ces courses. Après, on reparlera, quand on se reparlera, pardon, ça sera pour parler probablement des championnats du monde, qui arrivent quand même assez tôt, fin septembre, avant les championnats d'Europe. Donc, profitez bien de la fin de saison cycliste. Et puis, c'est une course où il n'y a pas Isaac Del Toro, donc on sait que c'est pas Isaac Del Toro qui va gagner, parce que je sais pas si vous avez vu, il arrête pas de gagner en ce moment. Donc, ça risque quand même d'être un coureur UAE qui va gagner, mais bon, ça sera pas Del Toro. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!